moment, ils sont en train de travailler sur une transition du GRI G4 au standard pour rendre les choses un peu plus, je dirais, flexibles, rendre l'utilisation plus simple des standards du G4. Je vais introduire nos deux intervenantes. Nous avons Juliette Gossem de la GRI. Elle est chargée des relations entreprises et parties prenantes. Elle y est depuis 2013. Elle engage et construit une relation avec les parties prenantes dans plusieurs pays, dont la France. Elle est française. Alors, parmi ses responsabilités, il y a le renforcement de la GRI Gold Community. C'est un nombre d'entreprises en fait et d'organisations qui aident la GRI à remplir leur mission. Parmi cette communauté figurent plus de 550 organisations dans 69 pays et des représentants de plus de 35 secteurs de l'économie mondiale. Elle participe aussi à l'initiative GRI Corporate Leadership Groups. C'est un forum pour intégrer les données de développement durable dans la prise de décision. Et elle a travaillé avec les bureaux régionaux des différents hubs de la GRI pour fournir un soutien à des projets clés. Donc voilà, Juliette est diplômée d'une école de commerce. Elle a travaillé auparavant dans l'entrepreneuriat social avec SOS France. Voilà, elle nous présentera la philosophie du GRI de manière globale et répondra aux questions des participants. Nous avons aussi Caroline Angevin-Yousfaoui, j'espère que je prononce bien, qui est responsable développement durable de l'IDEC. Merci. Caroline est responsable développement durable de l'IDEC. Donc, elle est à l'IDEC depuis janvier 2015. Et l'IDEC est une filiale de Suez et elle est basée à Casablanca. Donc, Caroline a de l'expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine du développement durable. Son parcours professionnel entre la France et le Maroc qui lui a permis de travailler dans différentes structures et d'acquérir de l'expérience en développement durable. Voilà, tout ce qui est enjeux territoriaux, RSE, partenariat public-privé, etc. Caroline est diplômée en sciences politiques, en relations internationales et langues orientales de l'Université Paris 1. Donc, ce que Caroline fera, c'est témoigner sur le reporting RSE de l'IDEC. L'IDEC qui utilise, je pense bien, là, le GRI G4. Voilà. Donc, sur ce, je laisse la parole à Juliette. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, très bien, Juliette. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. Et aussi merci pour cette présentation très exhaustive de ma personne. Donc, comme Fatima l'a dit, donc je travaille pour la Corporate and Stakeholder Relations Team du GRI, qui en gros développe différents programmes et différents projets qui puissent aider l'écosystème du GRI à collaborer de manière un peu plus proche avec le GRI. Donc, on a aussi dans notre équipe les relations avec un grand nombre d'entreprises qui utilisent les lignes directrices des GRI et qui cherchent un peu plus de support de notre part, et c'est ce que l'on sache à faire. Donc aujourd'hui, concrètement, alors petite question Fatima, pour passer les slides, j'ai la main. Là, vous voyez le deuxième slide. Oui, Juliette, c'est bon. Ok, super. Donc aujourd'hui, j'ai été invitée pour présenter un peu à ce réseau le GRI. Donc j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà le GRI. Bon, l'idée c'est d'un peu vous redire un peu quelle est l'organisation, ce qu'on fait. Vous présenter les GRI G4, qui est à ce jour la dernière version des lignes directrices du GRI. Et quelles sont les prochaines étapes, notamment la transition vers un standard GRI, et vous informerai de toutes ces potentiels changements par la suite. L'idée, c'est qu'à chaque moment de cette présentation, évidemment, on ait un temps de questions-réponses, donc que ce soit un peu plus vif que juste une présentation. Et ce qui est très intéressant, c'est que Caroline de l'IDEC a bien accepté aussi de témoigner et d'avoir le côté un peu plus pratique d'une entreprise sur pourquoi la GRI, quels sont les avantages, les challenges qui peuvent être rencontrés, d'avoir une conversation après tous ensemble sur ce sujet-là. Donc j'espère que ce sera intéressant aujourd'hui. Alors, en ce
qui concerne le GRI, donc certains d'entre vous, j'imagine, connaissent les lignes directrices GRI, connaissent pas forcément l'organisation qu'il y a derrière. Comme Fatima l'a présenté, nous sommes une organisation indépendante, internationale, à but non lucratif. Donc le secrétariat est basé à Amsterdam et nous avons aussi divers bureaux à travers le monde, donc un en Afrique du Sud par exemple, en Inde, en Chine ou encore aux États-Unis. L'idée du GRI, donc que nous souhaitons, c'est vraiment d'aider toute organisation, donc que ce soit une entreprise multinationale, une PME ou une organisation de la société civile, de vraiment comprendre les impacts que cette organisation peut avoir sur l'environnement, la société ou l'économie au sens large. Et pour ce faire, on va dire le principal du GRI, c'est le standard, les lignes directrices GRI. Et aujourd'hui, on a plus de 6000 organisations qui utilisent les lignes directrices du GRI pour informer leurs parties prenantes sur leur impact. Et par exemple, pour vous donner une idée, au sein des plus grandes entreprises, donc des 250 plus grandes entreprises au niveau mondial, presque 80% de ces entreprises utilisent GRI pour leur reporting et l'information non financière qu'elles puissent communiquer à leurs parties prenantes. Donc, concrètement, je vais continuer un peu sur le GRI. GRI existe depuis déjà les années 90. Juliette? Oui. Oui, Juliette, excusez-moi, je vous ai interrompu une seconde. C'est en fait, comme nous avons pas mal de personnes par téléphone et je ne sais pas si elles ont forcément l'écran, ça pourrait peut-être être judicieux que vous disiez à quelle page vous en êtes de la présentation. Ok, Slide voilà, 5. merci. Je vous donne la parole. Excusez-moi. Donc, slide 5. Notre vision, l'idée c'est que depuis les années 90, donc ça fait déjà quand même pas mal d'années, le GRI travaille sur les sujets du reporting non financier. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment une pratique de niche et on s'est été forcé pendant toutes ces années de faire en sorte que la pratique du reporting non financier devienne une pratique courante et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques chiffres et tendances par la suite. Donc c'est aujourd'hui une majorité d'entreprises aujourd'hui qui communiquent non plus des informations uniquement financières, mais aussi des informations non financières. Et du coup, après toutes ces années, donc déjà depuis les années 90, au jour d'aujourd'hui, notre responsabilité au GRI, c'est vraiment de participer à la nouvelle ère du reporting et de bien faire en sorte que toute prise de décision demain dans chacune des organisations incorpore cette dimension développement durable et toutes ces données qui sont issues du reporting non financier soient incluses dans toute prise de décision. Faire en sorte que chaque décideur, qu'il ce soit un investisseur, un CEO ou un CFO, puisse avoir ces informations de qualité à disposition pour prendre des décisions éclairées. Donc le prochain slide, le slide 6, et là c'est encore un slide un peu, qu'on va dire, corporate, mais l'idée c'est que les normes GRI ou la ligne directrice GRI, importante information, repose sur un principe unique d'engagement avec de multiples parties prenantes. C'est-à-dire que le standard que l'on développe est l'issue d'un processus, un consensus et un processus d'intégration d'un ensemble de parties prenantes. Donc ce n'est pas GRI au sein du secrétariat Amsterdam qui développe un certain nombre de principes d'indicateurs, mais bien des organisations de la société civile, des entreprises, mais aussi des membres de gouvernement qui ensemble décident un peu de ce qu'il est important de faire figurer dans ces lignes directrices. Et c'est ce principe de multipartite qui nous rend crédibles aussi au niveau international. Et c'est sur ce réseau-là qu'on repose pour faire en sorte d'avoir, via notre standard, un monde et une économie plus durables. Donc en gros, voici ce qu'est le GRI. Et par la suite, donc là, je vais vous présenter juste quelques tendances et chiffres pour vous donner un peu l'ampleur des choses. Donc le slide 7. En gros, ça c'est, on va dire, une représentation de ce que vous pourrez trouver sur la base de données du GRI. Donc la base de données du GRI s'appelle Sustainability Disclosures Database et vous pouvez y accéder de manière gratuitement. Donc vous juste tapez base de données GRI et vous accédez à une base de données avec plus de 33 000 rapports. Et vous voyez qu'aujourd'hui, principalement, donc, le monde entier est couvert. On a plus de 9000 entreprises qui produisent un rapport dans plus de 90 pays. Vous voyez que certains pays sont plus, on va dire, avancés ou on va dire ont plus de rapports, notamment via la régulation, puisqu'aujourd'hui près de 30 gouvernements référencent le GRI dans leur politique, et notamment politique de développement durable.
13 juin. Alors, il y a une personne qui parle derrière, c'est un peu gênant. Si vous pouviez mettre en off votre voix, ce serait bien. Slide 8, donc le prochain slide, c'est encore une tendance donc, qui est issue de notre base de données GRI. Et vous voyez qu'à la fin des années 90, donc quand le GRI est apparu, il n'y avait aucun rapport présenté. Et là, aujourd'hui, vous voyez cette croissance exponentielle qui est apparue au cours des 15 dernières années. Et principalement, donc, vous voyez des rapports GRI et non GRI. Et vous voyez qu'en majorité, ce sont des rapports GRI. La différence de couleur, c'est sur les versions du GRI. Donc, on a eu la GRI G2, GRI G3.20. Et là, actuellement, et c'est pour ça que vous voyez cette barre violette, c'est les GRI G4 qui sont uniquement disponibles pour les entreprises. Le slide suivant, le slide 9, c'est un peu qui produit un rapport GRI. Et on voit que la majorité quand même reste des multinationales ou de larges entreprises. Peu de petites entreprises aujourd'hui utilisent le GRI, c'est un fait. C'est pour ça qu'on va se focaliser, donc on a un gros travail qui est fait sur comment aider les primo-reportants ou ces plus petites structures à trouver des ressources et à comprendre les bénéfices de présenter leur information non financière, notamment via le GRI. Et je présenterai un peu comment on s'attache à aider les PME un peu par la suite dans cette présentation. Encore quelques chiffres maintenant plus au niveau des secteurs, juste pour vous donner encore cette information un peu qui produit un rapport GRI. Le premier secteur est le secteur financier, notamment par leur expérience et par en termes de audit et reporting. Donc il y a déjà des process internes qui sont en place pour la collecte de données financières. Donc il a été, j'imagine, plus facile pour la donnée non financière de mettre en place ces process. Le secteur de l'énergie et ainsi d'autres secteurs par la suite. En termes de marché et de pays, donc vous voyez entre 2014 et 2015 un certain changement. Donc en 2014, donc la majorité des rapports GRI étaient aux États-Unis, en termes de pourcentage proportionnellement parlant. Et en 2015, on voit en première place Taïwan. Et ça peut être expliqué par le fait que Taïwan a été la première bourse asiatique à recommander, enfin à mettre dans son listing d'exigences pour les entreprises cotées la production d'un rapport GRI G4 Core, donc critères essentiels. J'en reviendrai après. Mais donc voilà, on peut voir comme ça que les régulations peuvent être vraiment un incentive pour les entreprises à produire des rapports GRI ou non GRI, mais qu'en tout cas, il y a vraiment une influence d'un point de vue de la régulation sur le niveau de transparence d'un pays ou d'un autre. Je crois que pour ce qui est de l'intuition générale et de quelques données, j'étais un peu GRI. Et avant de rentrer un peu dans le détail de la GRI G4 et le standard vraiment du GRI, j'aimerais savoir s'il y avait quelques questions. Et si oui, je serais ravie d'y répondre. D'accord, oui. Merci beaucoup Juliette pour cette introduction très claire. Alors, nous avons une question donc de Karine qui se demandait en fait quelle était la différence entre le GRI et le Global Compact. Est-ce que les deux sont complémentaires ou comment ça marche? Voilà, je vous redonne la parole. Et après, je propose, comme on n'a pas d'autres questions... Oui. Ah, il y avait une autre question. Oui, j'ai vu une autre question. Avez-vous des chiffres sur la partie extra-financière en Afrique? Donc, je vais répondre à ces deux questions-là. Bon, voilà, je vous laisse répondre. Super. Alors, pour la première question au niveau du Global Compact, en effet, le Global Compact est une autre initiative internationale avec qui on a des liens et on a des liens très stratégiques. Donc, on a encore en mai dernier re-signé un Memorandum of Understanding. L'idée, c'est que le Global Compact montait un certain nombre de principes, donc 10 principes, demande aux entreprises de les respecter. GRI, dans ce sens, est complémentaire avec le Global Compact puisque sur ces principes, GRI propose un certain nombre d'indicateurs qui va pouvoir mesurer, en gros, l'implication des entreprises sur ces principes-là. Donc, notre alliance avec le Global Compact, vous trouverez au sein des GRI G4 des liens très clair entre comment répondre au principe numéro 2 du Global Compact avec tel indicateur du GRI. On a aussi, ça je vais vous présenter par la suite, ce qu'on appelle des linkage documents, donc des documents de liaison. Et par exemple, on en a un sur les GRI G4 qui vous permet de comprendre comment, en produisant un rapport GRI G4, vous répondez directement sur la Communication on Progress du Global Compact. Donc il y a des liens forts qui
sont faits. Et ça, c'est aussi un des grands axes stratégiques du GRI au niveau de la collaboration avec d'autres initiatives internationales. Comment faire en sorte d'éviter la démultiplication des process de reporting et faire en sorte que GRI soit vraiment le standard qui couvre toutes les informations de développement durable et non financières et permettre de répondre à un certain nombre d'autres standards internationaux ou d'autres initiatives telles que le Global Compact, mais aussi bien d'autres. Pour ce qui est de l'Afrique, alors je vois plein de questions, mais je vais me concentrer sur celles que l'on a déjà. Pour ce qui est des données en Afrique, oui, on a évidemment sur la base de données, vous pouvez regarder par pays, par région. Donc vous pouvez voir le nombre de rapports, qui produit un rapport, et si c'est un rapport GRI ou si c'est un rapport non GRI sur notre base de données. Donc je vous invite à visiter ce site-là, Raphaëla. Et surtout, bon, au niveau de l'Afrique, on a par exemple l'Afrique du Sud qui a une régulation qui s'appelle King 3 sur la production d'un reporting intégré, donc qui pousse les entreprises évidemment à produire des informations non financières aux côtés d'informations financières. On a en Afrique du Nord aussi certains développements, notamment au Maroc, on voit de plus en plus d'entreprises produire un rapport GRI G4. D'autres pays, notamment aussi, par exemple Niger, etc. Donc ça commence à bouger, mais après c'est vrai que l'Afrique n'est pas le premier continent, on va dire, en termes de reporting, mais c'est un continent qui va très très vite et on voit des évolutions assez importantes sur la transparence et sur la communication de données non financières. Alors j'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne crois pas, c'est juste Chantal qui se demandait s'il y avait bien une législation aussi en Afrique du Sud. Oui, tout à fait, donc c'est le King 3 voilà. Sur le reporting intégré. Donc là, c'est vraiment une étape, on va dire, plus loin dans le sens où le King 3, vous pouvez voir en détail, en gros demande à toutes les entreprises de produire, enfin un certain nombre d'entreprises évidemment, c'est toujours un peu restreint, de produire un reporting intégré. Alors qu'est-ce que c'est le reporting intégré? C'est en gros non pas des informations financières et non financières accolées l'une à l'autre, on va dire dans un rapport, ça s'appelle un rapport combiné. Un reporting intégré, c'est vraiment d'expliquer comment l'entreprise va créer de la valeur. Et la création de valeur, évidemment, elle peut être financière, mais aussi non financière. Donc, c'est un peu expliquer tout ce process-là. Et après, s'il y a d'autres questions, je pourrais un peu étendre sur le sujet, car comme Fatima l'a dit en début de présentation, je m'occupe du projet qui s'appelle sur le reporting intégré du GRI. Donc, je pourrais en toucher quelques mots par la suite s'il le faut. Alors voilà. Alors maintenant, on a une question de Sandrine Leloca sur, vous avez parlé de rapports produits sur d'autres modèles que le GRI. Quels sont ces autres modèles? Donc je vous laisse répondre et puis après peut-être, parce que je et après je passe. Important. Voilà, exactement, pour pas qu'on prenne de retard. Ça marche. Donc merci pour cette question. Il y a d'autres, on va dire que GRI aujourd'hui, pour un standard international pour le reporting non financier, c'est le seul, enfin c'est GRI qui existe. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui vont utiliser un certain nombre d'informations qui sont présentes dans le standard GRI, un certain nombre d'indicateurs ou autres, et qui ne sont pas GRI dans le sens où ils ne vont pas respecter les exigences de reporting du GRI. Un certain nombre d'entreprises ont leurs propres indicateurs, ont leurs propres process en interne et du coup ne se référencent pas au GRI, mais bien à leur propre système interne. Il n'y a pas d'autres standards, on va dire, avec des indicateurs sur le reporting non financier. Après, il y a d'autres initiatives internationales, mais qui, on ne peut pas dire, vous êtes en conformité avec enfin, on va dire en termes de reporting GRI. Après, sinon GRI, c'est aussi une possibilité. Après, il y a des entreprises, on va dire, qui vont utiliser d'autres standards, enfin d'autres initiatives internationales comme le IRC, donc j'imagine que vous connaissez sur le reporting intégré, donc ça aussi ce sont des principes. Donc on peut dire qu'on a respecté un certain nombre de principes en accord avec cette initiative. Pareil pour le Global Compact, donc on a produit cette Communication on Progress et on respecte les principes du Global Compact, mais en termes de reporting, encore une fois, GRI est le standard international. Après, il y a des initiatives au niveau sectoriel. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs aussi qui peuvent développer au niveau sectoriel qu'un certain nombre d'entreprises peuvent utiliser pour être en conformité, on va dire, avec ce que leur secteur produit en termes d'information.
Donc voilà, donc je passe à la suite pour respecter le timing. Donc là, on rentre un peu dans, voilà, dans le débat, les lignes directrices GRI G4. Je ne vais pas faire une présentation exhaustive et très détaillée de tous les sujets sur le GRI G4, mais bien vous expliquer la philosophie des lignes directrices, en commençant par son évolution. Donc en 2000, c'est les GRI G1, première version des lignes directrices. Et à l'époque, c'était vraiment un ensemble d'indicateurs environnementaux pour aider les entreprises à comprendre leur impact sur l'environnement. À l'époque, c'était vraiment le sujet clé. Au fur et à mesure des années, donc on a intégré un certain nombre d'indicateurs, notamment d'un point de vue social, de gouvernance, d'éthique, pour arriver au G2, G3, G3.1 en 2011. En 2013, ça a été le lancement des G4. Et alors qu'au préalable, on souhaitait que de plus en plus d'organisations produisent un rapport, qu'il soit GRI ou pas, mais qu'ils produisent des informations, en 2013, on a pris vraiment un tournant avec les G4 en demandant des rapports qui soient de plus grande qualité. Et pour ce faire, donc, on a vraiment concentré les GRI G4, donc là vous voyez en 2013, sur le principe de pertinence ou le principe de matérialité. Donc, en anglais, c'est materiality. Donc, certains le traduisent en termes de matérialité, mais au sein des lignes directrices GRI, vous aurez le principe de pertinence. Et je vais développer un peu plus sur les GRI G4. Ce que vous voyez là en 2016, et je vais aussi parler de ça en dernière partie, c'est la transition vers les standards du GRI. On est actuellement en période de transition, donc on a ce qu'on appelle au GRI une Public Comment Period, donc c'est là où toutes les parties prenantes du GRI peuvent informer GRI sur ses décisions stratégiques, sur comment améliorer la version. Ce qu'on essaye de faire avec la transition vers les standards, c'est d'éviter d'avoir un GRI G5, un GRI G6, un GRI G7 qui demandent aux entreprises à chaque fois un changement un peu dans leur process. Donc, tout ce qui va être présent au sein de ce document, de ces documents que je vais présenter par la suite, sont le reflet de ce que vous trouverez au sein des GRI G4. Donc ça fait sens aujourd'hui de vous présenter la philosophie des GRI G4, ce que vous trouverez au sein du document, parce que c'est exactement ce que vous pourrez trouver par la suite, juste que l'information va être présentée de manière différente. Et je vous expliquerai en gros pourquoi nous on transitionne vers ce standard et quels sont les impacts pour vous en tant que producteur de rapports développement durable. Comme je disais, les GRI G4 se centralisent, donc là je suis au slide 15, sur le focus sur le principe de pertinence. Donc là, le principe de pertinence, c'est exactement la définition que vous allez trouver au sein des lignes directrices GRI G4. Donc le rapport, selon dit rapport RSE, développement durable, doit porter sur les aspects qui, 1, soit reflètent les impacts économiques, environnementaux et socio-substantiels de l'organisation, ou soit influent de manière significative les évaluations et décisions des parties prenantes. Cela signifie qu'aujourd'hui, dans ce qu'on demande aux entreprises, pourquoi déjà on s'est focalisé sur le principe de pertinence, c'est afin d'éviter d'avoir des rapports de 200, 300 pages que personne ne lit. Ce qu'on essaie de faire comprendre aussi aux entreprises, et je serais intéressée de vous écouter assez par la suite, c'est de vraiment se focaliser sur ce qui est le plus important, le plus crucial maintenant pour une entreprise, les informations, enfin les impacts qu'elle doit gérer, manager, et pour qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc avec ce focus sur ce principe de matérialité de pertinence qui existait déjà auparavant, hein, c'est juste un focus qu'on fait au sein des GRI G4, mettre l'accent sur vraiment la nécessité de juste se focaliser sur tout le processus de reporting et le rapport sur ces impacts très importants, que ce soit en termes d'impact de l'entreprise sur l'environnement, l'économie ou la société, mais aussi important pour leurs parties prenantes. Donc il y a ces deux aspects qui sont à prendre en compte lors du process d'identification, donc du coup de ces sujets très importants. Ce qu'on espère évidemment, c'est d'avoir des rapports qui sont de plus en plus crédibles, de plus en plus focalisés et stratégiques. Et c'est vraiment ce qu'on essaie l'objectif à atteindre avec les GRI G4. Évidemment, au sein des G4, et je vais vous présenter par la suite, on a un certain nombre d'indications, de process qui puissent aider les entreprises dans cet exercice de matérialité. Le slide 17, donc du coup, justement, qu'est-ce que concrètement, si jamais vous n'avez jamais ouvert les GRI G4, qu'est-ce que vous allez trouver au sein de ces documents?
La première chose, c'est une structure. Donc avec des éléments généraux d'information. Donc concrètement, c'est toute information qui puisse présenter vos entreprises et le contexte dans lequel votre entreprise ou organisation évolue. Le nombre d'employés, le nombre d'entités, où avez-vous des activités, etc. Des informations en termes de gouvernance aussi, tout ce qui peut être important pour un grand nombre de parties prenantes de savoir sur votre organisation. Lorsque vous allez faire votre exercice de matérialité, à savoir, ok, quels sont les sujets qui sont les plus importants pour mes parties prenantes, mais aussi là où j'ai le plus d'impact, vous allez avoir une sélection de sujets très importants et on appelle ça les aspects pertinents identifiés. Par exemple, votre entreprise va identifier que les émissions est un sujet clé, ainsi que le travail des enfants, disons. Ces deux sujets-là, lorsque vous les avez identifiés, vous pourrez sélectionner au sein du GRI G4 des éléments spécifiques d'information. Et donc là, c'est le deuxième bullet point sur le slide 17, qui signifie que pour les émissions, vous allez trouver un certain nombre de conseils sur comment présenter, et un certain nombre d'exigences aussi, comment présenter les informations qualitatives et quantitatives. Donc les quantitatifs, c'est les indicateurs. Donc les indicateurs vont vous permettre de pouvoir mesurer vos émissions. Ces indicateurs, évidemment, sont utilisés par des entreprises du monde entier. Donc vous pourrez avoir une comparabilité au niveau de ces informations-là. Et ce qui est de l'information qualitative, c'est avez-vous des process en interne pour gérer vos émissions? Avez-vous des objectifs? Comment allez-vous atteindre ces objectifs? Et ça vous permet vraiment de raconter un peu l'histoire et pourquoi ce sujet est si important pour vous. Donc on est vraiment sur cette approche quali et quanti. Vous allez aussi trouver au sein des GRI G4 un certain nombre de principes. Donc là, il y en a 10. Donc c'est des principes à respecter, c'est des principes de qualité et de contenu pour faire en sorte que la qualité vraiment des rapports qui sont produits avec la qualité du process de reporting d'une entreprise à l'autre est similaire. Et du coup, on a toujours cet esprit de comparabilité au niveau international. Et enfin, vous allez trouver des process. Donc là, ce ne sont pas des exigences pour être en conformité avec GRI, mais c'est bien des conseils qui vous sont donnés. Par exemple, dans ce qu'on voit là, le petit tableau avec step 1, 2, 3, 4, c'est pour vous aider et pour vous expliquer un peu comment identifier les sujets qui sont les plus importants pour votre entreprise. Le deuxième graphique, c'est un process en 5 étapes et je vais vous présenter une petite publication après qui va vraiment vous indiquer en 5 étapes comment préparer un rapport GRI. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de ce que vous trouverez dans les GRI G4, mais simplement, juste pour vous parler donc au slide 18, comment utiliser les GRI G4. Alors, il y a deux options. La première option pour vous, c'est d'être, comme on dit, en conformité avec GRI. Donc, vous aurez deux niveaux d'exigence. Et en fonction de votre volonté d'être le plus détaillé ou d'avoir le plus d'indicateurs possible GRI, vous aurez un niveau de conformité qu'on appelle critère essentiel ou un niveau de conformité critère exhaustif. La différence, c'est le niveau d'information et d'indicateurs que vous allez informer, communiquer au sein de votre rapport GRI G4. Donc là, pour évidemment être en conformité avec GRI, vous devez respecter les principes du GRI, un certain nombre d'autres points, à savoir la production d'un certain nombre d'indicateurs et la production d'un index de contenu GRI qui est un peu un sommaire de toutes les informations GRI qu'on peut trouver dans votre rapport. Quel que soit le niveau de conformité que vous choisissez, il faut, et le principe de matérialité, de pertinence, est au cœur des deux options de conformité. Donc il va vraiment falloir être transparent sur votre process, comment vous avez choisi ces sujets importants, pourquoi vous vous focalisez sur ces sujets-là, comment vous avez intégré vos parties prenantes. Et c'est tout ce processus qui doit être transparent, quelle que soit l'option de conformité que vous choisissez. La deuxième option, et ça on le voit notamment dans un certain nombre de pays, notamment qui ont une régulation assez forte, donc déjà un certain nombre d'indicateurs et d'informations à faire figurer dans des rapports annuels, c'est faire référence au GRI G4. Donc ça, par exemple, ça peut être des entreprises qui commencent à s'intéresser au GRI, qui souhaitent utiliser quelques indicateurs, quelques principes, mais qui n'ont pas encore tous les niveaux d'exigence pour publier un rapport GRI, se disent faire référence au GRI G4. Et ça, vous trouverez au sein des lignes directrices un certain nombre d'informations sur cette deuxième possibilité.
Donc si je passe au slide 19, donc en gros, à savoir, et ça c'est important, toutes les ressources que je présente là sont gratuitement téléchargeables sur le site du GRI. Donc les premiers deux documents que vous voyez avec GRI G4 en haut à gauche sont les lignes directrices GRI G4. Vous pouvez les télécharger en beaucoup de langues, notamment en français, sur le site gratuitement du GRI. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait au GRI, c'est vraiment se mettre à disposition pour toute entreprise ce set de lignes directrices. Ce que je vous conseille, si vous n'avez jamais ouvert la ligne directrice GRI G4, c'est de lire juste le document bleu, donc le premier, qui concentre toutes les exigences de reporting. Le document orange que vous voyez, c'est le guide de mise en œuvre. Donc c'est un peu plus de conseils, un peu plus approfondi. Si vous avez un doute sur un sujet particulier, vous pouvez toujours faire référence au deuxième document, mais en aucun cas ne lisez pas les deux documents, c'est beaucoup trop d'informations. Ensuite, vous voyez d'autres documents, donc les FAQs. Donc là, c'est toutes les questions qu'on a pu recenser depuis le lancement des GRI G4 en 2013 par toute entreprise. Donc c'est vraiment une source d'information assez fournie, que je vous conseille aussi de faire référence à ce document-là si jamais vous avez une question particulière, c'est assez bien fait. Et on a d'autres publications, par exemple Prêt à rendre des comptes, qui est une publication qui a été faite pour justement les primo-reportants, pour entreprises ou les petites entreprises qui, il faut savoir que les GRI G4, ça prend du temps à les aimer et à les comprendre, ça c'est un fait, on a un jargon assez précis et du coup c'est toutes ces petites publications et notamment celle-ci aident vraiment à aborder pour une première fois les GRI G4. Donc au stade 20, concrètement ce que vous avez trouvé dans cette publication Prêt à rendre des comptes, c'est donc un process en 5 étapes. Qu'est-ce que c'est la préparation d'un rapport? Ensuite, vous allez dialoguer avec vos parties prenantes. Après, vous allez concevoir votre rapport. Vous allez contrôler. Donc, ça, c'est tout ce qui est l'information collectée. Et après, vous allez faire un compte rendu. Donc, c'est toute la période de révision. Et donc, pour chacune de ces étapes, et là, on est au slide 21, vous allez avoir une sorte de checklist. OK, quoi faire dans la phase de préparation? Il faut que je planifie mon processus de reporting. Quelle est ma liste de contrôle? Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez aussi avoir, donc là, slide 22, des témoignages d'entreprises sur un certain nombre d'informations. Voilà, alors moi, je fais comme ça, et ça s'est passé ainsi, et j'ai eu tel résultat. Vous allez aussi avoir, slide 23, des conseils. Par exemple, concernant l'étape d'identification, GRI vous donne un certain nombre de conseils. Ce qu'on a vu un certain nombre d'entreprises faire, c'est tada, tada. Et slide 24, donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que vous pouvez trouver dans ce type de publication, mais on a encore plein d'autres choses que vous pouvez trouver sur le site internet, donc j'essaie de faire court pour cette présentation, mais on a des modules de e-learning, on a des programmes de training, on a plein d'autres choses, donc n'hésitez surtout pas à demander de l'information au GRI si vous souhaitez un peu plus de soutien sur ce côté-là. Je parlais tout à l'heure, donc la slide 24, des documents de liaison. Donc vous voyez avec le Global Compact, vous voyez aussi avec ISO 26000, avec le CDP, on s'attache vraiment à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de documents de liaison et surtout beaucoup plus au niveau, on va dire, politique, organisationnel, beaucoup plus de collaboration avec le GRI, mais avec d'autres initiatives internationales. Donc on a des documents de liaison avec d'autres initiatives internationales, mais aussi par exemple au slide 25, avec des initiatives régionales. Donc au niveau européen, donc on a eu la directive européenne qui va prendre place très bientôt au sein des pays de l'Union. L'idée c'est de présenter comment GRI G4 peut permettre d'informer de communiquer sur les informations requises dans cette nouvelle directive. Et on a aussi, donc slide 26, des des documents de liaison sur des sujets très particuliers. Donc comment communiquer sur le handicap avec les GRI G4 ou sur le travail des enfants, les droits des enfants, etc. D'un point de vue sectoriel, on a aussi un certain nombre de publications. On a 10 suppléments sectoriels. Donc si vous faites partie par exemple du secteur financier, vous pouvez toujours regarder dans le supplément sectoriel du GRI quel type d'indicateur et quel type d'information vous pouvez utiliser qui fait sens pour votre secteur. Je ne vais pas encore rentrer dans le détail. Je suis consciente du temps qui passe, mais je pourrais répondre à toute question à ce niveau-là s'il le faut par la suite. Donc slide 28.
y a-t-il des questions sur les GRI G4 avant que je commence à présenter les prochaines étapes et les évolutions de la GRI G4? Alors, sauf erreur de ma part, Juliette, on n'a pas de questions. Donc d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je pense pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien les GRI G4, et aussi pour ceux qui les connaissent. Donc c'était vraiment très intéressant, merci. Ce que je vous propose, c'est que pour ne pas couper le rythme, vous continuez pour présenter les standards, et puis après, j'espère qu'on aura le temps pour peut-être une ou deux questions. Merci, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Très bien. Donc en 10 minutes, quelles sont les prochaines étapes? Concrètement, vous avez vu sur la présentation, le premier slide, que là nous sommes en 2016, on transitionne vers les standards. L'idée, c'est de ne pas avoir de GRI G5. Et en gros, la transition vers ces standards se fait actuellement. Donc on est en pleine période, on a proposé une vision un peu de ce que pourrait être ce standard. Et on est, donc là, encore une fois, je vais vous présenter un peu comment récolter tous les feedbacks au monde entier de toutes nos parties prenantes. En gros, concrètement, pour vous, la transition vers les standards, si vous utilisez déjà les GRI G4, le changement va se faire uniquement au niveau de la présentation des informations. Donc, les deux documents des GRI G4 vont être restructurés dans un ensemble de 7 de standards interdépendants et modulaires. Concrètement, donc, vous voyez en bas le petit graphique, on aurait, donc je dis aurait parce que tout dépend des feedbacks que l'on a de notre réseau, trois standards universels qui peuvent être utilisés par toute entreprise, qui présentent en gros les process et les principes du GRI et les exigences du GRI. Et après, vous aurez pour chaque sujet important un standard indépendant. Donc, vous aurez un standard sur les émissions, un standard sur les droits de l'homme, un standard sur je ne sais pas, le changement climatique, etc. Et ils seront tous interdépendants. Donc les informations présentées au sein des GRI G4 vont être, comme j'ai dit une fois, restructurées et les changements vont vraiment se faire au niveau du format et de la présentation des informations. Le contenu en lui-même, les principes, les indicateurs, tout ça va être transitionné, va être présenté de manière différente, mais les mêmes informations au sein du standard GRI. Cette transition est chapeautée par le Global Sustainability Standard Board, qui est le bureau directif du GRI qui s'occupe principalement du standard GRI. Donc c'est un membre de gouvernance différent du membre de gouvernance de GRI qui est vraiment focalisé sur cette transition-là. Donc slide 31, pourquoi on transitionne? Alors qu'on a lancé les G4 en 2013, les entreprises commencent à peine à s'y accommoder. Pourquoi on fait ça maintenant? La première idée, et ça c'est important de le savoir, c'est que la production des GRI G4 a pris 2 ans et demi de travail en termes de groupe de travail, de collecte d'informations, de collecte de feedback. Au moment où les GRI G4 ont été lancés, et ben pour certains sujets, on était déjà un peu outrepassé, outdated, on va dire, en termes d'informations. L'idée d'avoir ces standards, c'est qu'on va pouvoir, de manière beaucoup plus flexible, pouvoir updater, par exemple, des informations sur les émissions, sur le changement climatique, sans avoir à ressortir une nouvelle version d'un ensemble de standards, donc du standard, par exemple, G5. Donc ça va être beaucoup plus flexible, on va pouvoir vraiment être plus up-to-date au niveau des informations qu'on présentera au sein des GRI G4, et ce qui va aussi permettre aux entreprises de ne pas devoir rechanger le processus en fonction d'un G5, potentiel G6 ou G7. Le deuxième argument, c'est que, évidemment, si demain il y a un nouveau sujet un nouvel impact, notamment, on va dire, par exemple, sur tout ce qui est des populations, on va dire, peut-être en immigrés ou autres, ça, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être aussi être l'objet d'un nouveau standard et on va pouvoir développer juste un nouveau standard, un nouveau set de standards interdépendants avec l'ensemble des standards GRI. Le troisième argument aussi, c'est plus d'accessibilité. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut s'intéresser simplement sur un sujet, sans pour autant être complètement en accord avec les lignes directrices GRI, va pouvoir utiliser un standard particulier, encore une fois sur le changement climatique, et y trouver un certain nombre d'indicateurs qui puissent aider cette entreprise à communiquer
le changement climatique. Par la suite, si l'entreprise veut être complètement en conformité avec les GRI, elle peut prendre connaissance de l'ensemble des standards GRI. Mais du coup, avec cette formule un peu plus modulaire, on espère qu'un plus grand nombre d'entreprises vont pouvoir utiliser un plus grand nombre d'informations issues des standards GRI. Au sein de cette transition, donc, il y a un certain nombre de définitions, d'exigences qui vont être clarifiées. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes de compréhension sur un certain nombre de définitions, ce qui mène à un certain nombre de questions, notamment d'un point de vue des entreprises ou même des consultants. L'idée, c'est que dans cette transition vers les standards, on va vraiment clarifier, redispatcher un certain nombre d'informations qui sont plus claires pour les utilisateurs. Et notamment, en termes d'exigences, de conseils, on va vraiment faire une différenciation entre ces deux types d'informations que vous trouverez au sein du standard GRI. Et finalement, donc ça c'est la troisième étape, c'est qu'on espère qu'un plus grand nombre de gouvernements ou de régulateurs de marché pourront se référer au GRI pour un sujet particulier et pourront faire, par exemple, référence au standard GRI sur les droits de l'homme si elles le souhaitent dans leur régulation. Donc slide 32, en gros, la timeline, le calendrier qui est prévu. Donc aujourd'hui, on est en période de consultation. Donc aujourd'hui, vous pouvez, et je l'espère vous le ferez, donner des feedbacks au GRI sur cette transition vers les standards. On a une plateforme en ligne, je vous la présente tout de suite. L'idée, c'est qu'on espère donc cette consultation va se terminer le 17 juillet. Si on a le niveau de commentaires qu'on espérait, en tout cas ce qu'on envisage, on aurait en octobre-novembre 2016 le standard prêt. Et après octobre, on va développer donc tous les trainings, les webinars, tous les documents nécessaires pour la transition vers les standards. Et en janvier 2018, on demanderait aux entreprises de publier le rapport avec les standards. Encore une fois, d'une, ces dates sont soumises à acceptation du réseau, et de deux, si on a plus de feedback que ce qu'on espérait ou que justement, si on en a plus, c'est très bien, mais ça va nécessiter potentiellement de décaler un peu la date de lancement du standard. Donc, à voir en fonction des retours qu'on a eus. Et slide 33, si jamais vous avez envie de nous donner votre retour, vous avez cette GRI Consultation et vous donner un certain nombre de feedbacks et surtout d'accéder à ce nouveau standard sur le site du GRI. Slide 34, et je m'arrêtais là. C'était la dernière chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc on en a parlé, c'est la GRI Gold Community. Si jamais vous souhaitez collaborer au plus près avec GRI, avoir plus d'informations sur la transition standard, avoir plus de partage d'expérience avec d'autres entreprises, d'aller un peu au-delà de ce que vous trouverez au sein du GRI, sachez que nous avons le GRI Gold Community Programme qui est là pour vous. Donc si jamais vous avez plus... Est-ce que vous m'entendez? Je vois que la plateforme est en... Si, on vous entend très bien. Ok. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter pour en parler. Il y a un certain nombre des avantages qui sont liés à cette plateforme. On a plus de 550-600 organisations qui en font part et qui sont vraiment le cœur de réseau du GRI et partenaires du GRI. Donc je crois que j'ai tenu mon temps. Chantal et Joël, je pense qu'on est bon. Bravo. Oui, alors bravo pour le temps et puis pour la présentation. Je pense que c'est super intéressant et on est ravis aussi en tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir entendre quelqu'un du GRI aussi nous présenter, nous introduire les standards que vous êtes en train de développer. Donc, je recommande à tout le monde de pouvoir d'aller sur votre site pour pouvoir éventuellement vous donner des retours, des feedbacks. Alors, effectivement, ce que je voulais montrer, donc vos coordonnées sont sur la dernière page. Donc, toutes les personnes intéressées, on diffusera le compte-rendu d'ici une semaine à 10 jours. Donc, les gens pourront vous contacter directement. Pas de problème. Ouais, voilà, très bien. Alors, il y a quelques questions. Donc, il y a 2 questions. On va les prendre et puis peut-être une troisième au maximum. Et après, on passera à... Oula,